Décembre, journée internationale de l'alphabétisation. L'événement a été célébré ce mardi au Mali. Plusieurs activités sont au programme pour promouvoir nos langues nationales et développer des stratégies pour relever les défis du secteur. Mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, une mission de la CNDDR, Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion est en visite dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni pour mieux préparer les opérations. Programmeurs et développeurs informatiques, deux corps qui jouent un rôle important dans le développement des TIC. Que font-ils concrètement et que peuvent-ils apporter aux entreprises en cette période de Covid? Élément de réponse dans ce journal. Les demi-finales de la Supercoupe Assimi Goïta se jouent demain mercredi, mais avant, un moment de détente est organisé pour les différentes délégations. Elles se sont toutes retrouvées autour d'un dîner gala. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir, bienvenue. Après les discours prononcés le 8 septembre dernier par le ministre de l'Éducation nationale et le représentant de l'UNESCO au Mali, les activités de la Journée internationale de l'alphabétisation viennent d'être lancées officiellement au Mali. Elles seront marquées par la promotion de nos langues nationales, des conférences et des émissions sur les stratégies et méthodes pour relever les défis. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs anciens ministres et des partenaires de l'école. Compte rendu, Fademba Keïta. Incontestable est cet avis de l'ensemble instrumental du Mali. Aucune nation multilinguiste ne saurait prétendre au développement escompté sans ces langues. La semaine prochaine, il y aura une grande conférence débat. Il y aura des émissions radio, des débats télévisés. Et au niveau de Kita, de Yampoula, nous allons former des acteurs. Le département se réjouit des résultats encourageants obtenus lors des différentes campagnes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. 143 centres d'alphabétisation fonctionnelle CAF ont fonctionné avec un effectif d'apprenants de 3 770 auditeurs, dont 2896 femmes. 4 centres d'apprentissage féminin, CAFé, ont fonctionné avec un effectif de 517 jeunes filles et femmes, ont été formées dans les filières de transformation agroalimentaire, coupe-couture, teinture et coiffure esthétique dans les 4 cafés. Certes, à travers l'approche par compétences APC, le curriculum et les programmes de café ou centres d'apprentissage féminin sont actualisés, mais les défis sont énormes. Le faible niveau de financement de l'AENF, la faible qualification du personnel d'encadrement et la précarité de leurs emplois. Pour atteindre ces objectifs, les États membres de l'UNESCO ont souligné qu'il était nécessaire d'investir davantage dans l'éducation et d'accroître l'aide internationale, ainsi que de disposer des ressources éducatives plus ouvertes, gratuites et de qualité. La mise en œuvre des nouvelles orientations du ministère et l'appui des partenaires restent impérieuses pour une éducation de qualité. Pour ce faire, les nouvelles orientations de mon département s'inscriront dans la mise en place d'une politique de formation initiale et continue du personnel d'encadrement de l'AENF et la prise en charge de leur salaire à l'instar des enseignants de l'école formelle. Une plus grande synergie entre l'AENF, la formation professionnelle et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation et faire des espaces d'alphabétisation des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation des nouveaux citoyens pour une refondation réussie sont les thèmes internationaux et nationaux de cette journée célébrée le 8 septembre 2022. Les remises d'attestation de reconnaissance aux personnalités qui ont marqué le domaine de l'alphabétisation et un tiwara au défi d'éducation nous invitent à attacher du prix à nos langues nationales. Le voyage intégrateur, un projet de découverte du Mali par les 3 meilleurs du DF 2022 de chaque académie d'enseignement a pris fin. Cela après 10 jours de tournée dans plusieurs localités du pays. Suivons la cérémonie de clôture avec Bemba Sibi. Fin de la première édition du voyage intégrateur, ces 10 jours ont permis à 75 élèves, les 3 meilleurs du DF de 25 académies d'enseignement, de découvrir certaines localités du Mali. Ce voyage intégrateur, en tant que pédagogue, je dirais que c'est une exécution de leçons en classe par l'enseignant, dont le titre est
le voyage à la découverte de mon beau pays. Nous avons appris à connaître notre patrimoine historique, à connaître ses diversités culturelles et ethniques. Le voyage intégrateur est une belle initiative qui nous a appris à connaître notre beau pays et à accepter ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui fait de nous des Maliens. Et aller à la découverte du Mali permet à ses élèves d'aimer encore leur pays, a laissé entendre le ministre de l'Artisanat et du Tourisme qui a co-présidé la cérémonie de clôture du voyage intégrateur. Ce voyage vous a permis d'aller vous abreuver à la sève de l'histoire de notre pays. L'occasion vous a été donnée donc de vous imprégner au plus profond de notre culture, de notre histoire. Quoi de plus magnifique et de plus fascinant que de toucher de la main quelque chose dont on a entendu parler plusieurs fois. Le voyage intégrateur, au-delà de la découverte du Mali par ses élèves, a été un apprentissage pratique pour ces jeunes. Le voyage intégrateur, c'est surtout une manière de reconnaître le mérite de ses élèves. En vous offrant ce voyage intégrateur, le Mali, votre pays, vous dit qu'il est et restera toujours reconnaissant envers ses filles et ses fils méritants. Nous voulons mettre l'excellence au cœur du système éducatif et magnifier désormais le travail bien fait. Seule boussole exigible dans un Mali refondé et reconstruit. La cérémonie a pris fin par la remise d'un sac et d'un dictionnaire à chaque participant de la première édition du voyage intégrateur. L'Organisation internationale pour la migration OIM, les Nations Unies et le gouvernement du Mali s'engagent pour mieux lutter contre la traite des personnes. C'est dans ce cadre qu'un atelier de formation des formateurs de 5 jours est en cours depuis ce matin à Bamako. Et sur la question au cours de cette rencontre de mécanismes de référencement national pour la protection des victimes de cette pratique. Reportage Adama Djimde. La lutte contre la traite des personnes et l'immigration clandestine est conjointement menée par le Mali et ses partenaires. Pour mieux préparer la riposte, il convient de former des formateurs en mécanisme de référencement national pour la protection des victimes de la traite. Cette situation est une réalité dans notre pays, étant une terre d'origine, d'accueil et de transit des migrants. Conscient de ce phénomène et déterminé à l'endiguer, l'État malien a pris une multitude de mesures, parmi lesquelles la mise en place d'un comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et l'adoption de son plan d'action national. La coopération et la coordination entre les ministères, les services techniques étatiques, les acteurs de la société civile et les institutions internationales sont cruciales pour assister de manière systématique et holistique ces victimes innocentes. Ce que nous voyons ici, c'est un excellent exemple de travail conjoint entre le gouvernement du Mali et toutes les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers. Pour nous, ça fait partie des objectifs du développement qui sont au cœur de notre travail ici au Mali pour l'Union européenne comme pour les États membres. Nous sommes et nous restons aux côtés du gouvernement du Mali. En matière de lutte contre la traite, l'OIM appuie le gouvernement à travers différentes initiatives, la protection et l'assistance aux victimes et le renforcement des capacités des acteurs sur le terrain. L'ensemble de ce dispositif est soutenu par les Nations Unies. La traite des personnes est un crime qui sévit aussi bien dans les pays en paix que dans les zones de conflit et de catastrophe. Je voudrais aussi saisir l'opportunité pour saluer une fois de plus l'excellente qualité de la coopération entre le système des Nations Unies et le Mali, et surtout remercier le gouvernement pour la facilitation accordée à l'Organisation internationale pour les migrations et à d'autres organisations humanitaires et de développement. Le mécanisme de référencement national permet d'avoir un cadre unique de réponse pour tous les acteurs impliqués.
Je l'annonçais dans le sommaire, le général Ibrahim Fane, président de la Commission nationale d'intégration, est à la tête d'une forte délégation de l'ACN-DDR, Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion dans les régions de Tombouctou et Taoudini. Il s'agit d'une visite d'évaluation technique et logistique pour mieux préparer les opérations du DDR dans les deux régions. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Iyatandinan et Chilfou Moulay. Tombouctou et Taoudeni. Première étape d'une visite dans le nord du pays d'une délégation nationale de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et la Commission nationale d'intégration. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation sur le terrain avec les acteurs impliqués dans le processus et pour mieux préparer les opérations du DDR dans les deux régions. Conduite par le président national de la commission d'intégration, le général Ibrahim Fane, la délégation a visité le camp du Mok et l'hôpital régional avant d'échanger avec les différents acteurs. Nous avons donc décidé, conjointement avec les acteurs techniques de l'aménagement du processus DDR intégration, de visiter les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Menaka pour évaluer les capacités techniques en infrastructure, en logistique, et les possibilités de les améliorer avant de commencer le processus. Occasion mise à profit par l'hôte du jour pour échanger avec les acteurs sur les dernières résolutions du CSA et les enjeux de cette phase DDR qui constitue la colonne vertébrale de l'accord issu du processus d'Alger. Le message, c'est un engagement de foi à notre action commune qui est la recherche de la paix pour le Mali, qui a tant souffert depuis des années. Nous avons décidé de signer un accord. Et cet accord, nous le saluons parce que depuis sa signature, les partis maliens n'ont engagé aucun conflit direct. Cela est prometteur. Mais nous devons aller plus pour que les populations en sentent les dividendes. Auparavant, la délégation avait effectué une visite de courtoisie aux notabilités de Tombouctou et de Taoudeni. Tenu à Koutchala de l'atelier d'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024, organisé par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et financé par le PNUD, l'atelier devra contribuer à l'implication de plusieurs personnes dans la gestion des questions sécuritaires et l'amélioration de la paix. Ont participé à cette formation des chefs de village, les représentants de l'État, des collectivités et de la société civile. Reportage Brahima Kouni. L'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024 par les acteurs régionaux constitue le centre d'intérêt de cet atelier initié par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Ce cadre d'échange devra contribuer à informer les participants sur l'état d'avancement du processus en cours et susciter l'adhésion ainsi que l'accompagnement des populations. On voudrait qu'à l'issue de cet atelier, que les membres du comité consultatif régional de Koutchala parviennent à identifier les actions majeures que vraiment Koutchala pourrait mener dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action. Cette stratégie nationale va dans un premier temps s'appesantir sur 3 domaines: la défense, la sécurité et la justice. La situation actuelle du Mali exige l'implication de toutes les couches socio-professionnelles dans la gestion des questions sécuritaires. C'est dans cette dynamique que le Mali s'est engagé dans le processus de réforme du secteur de la sécurité avec comme objectif global la quête de la sécurité humaine dans le respect des droits de l'homme et des principes de bonne gouvernance. La consolidation de l'environnement sécuritaire au Mali par la prévision au niveau régional et communal des comités consultatifs de sécurité CCS s'inscrit dans cette dynamique de coproduction de la sécurité à travers le rapprochement des forces de défense et de sécurité des populations de manière à restaurer la confiance entre elles afin de répondre aux attentes des populations. Cet atelier auquel participent certains chefs de village, les représentants de l'État, des collectivités, des organisations féminines et juvéniles est financé par le PNUD. De nouveaux intrants ont été présentés ce mardi aux paysans, aux maraîchers et aux techniciens de l'agriculture. Ces produits conçus par Hypoagro d'Allemagne visent à promouvoir l'utilisation de biofertilisants dans l'agriculture pour l'amélioration et de la productivité et la protection de l'environnement. Compte rendu, nous sommes Sissoko.
L'engrais Iproterra et le produit Ipro-Aqua pour maintenir l'eau sur les surfaces emblavées sont deux intrants biofertilisants que Ipro-Agro d'Allemagne propose aux producteurs agricoles, aux maraîchers et aux techniciens du secteur de l'agriculture. L'engrais organique, chaque élément joue son rôle pour la santé du plant, pour que la plante aussi la plante peut vraiment se développer rapidement et sainement. Si on utilise ça, donc maintenant on peut revivre encore la terre qui était même presque morte. Ça, c'est notre objectif. Ipro-Aqua absorbe l'eau. Et 1 kilo de Ipro-Aqua peut absorber jusqu'à 300 litres d'eau. Et si on utilise ça, on va économiser l'eau de 70 jusqu'à 80%. L'amélioration des rendements dans le secteur de l'agriculture est l'un des objectifs du ministère du Développement rural pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pour pouvoir pousser la production agricole, il faut que les exploitants agricoles puissent avoir des intrants de très bonne qualité. En plus de tout ça, il faut que les paysans appliquent les itinéraires techniques, les techniques culturelles adaptées pour pouvoir pousser la production agricole. Donc, telle est la vision des plus hautes autorités de ces pays dans l'atteinte de l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Cette journée d'échange autour de ces intrants agricoles biofertilisants a regroupé des agents des services techniques de l'agriculture de cette région, des offices de l'IER, la CMDT, des représentants des interprofessions, de l'APECAM, de la GIZ et de la KFW. L'évolution de la campagne agricole dans la région de Kita est satisfaisante selon les acteurs du monde rural qui ont effectué une première mission de supervision pour cette campagne 2022 dans la région de Kita. Plus de 444 000 hectares de terre ont été emblavés pour une production prévisionnelle de plus de 624 000 tonnes, toutes spéculations confondues. Au Kita, Mahamadi Alioubari, Nouroum Kamara. Cette mission était venue s'enquérir de l'état d'évolution de la campagne agricole 2022 dans la région de Kita. La délégation a ainsi échangé avec les acteurs et producteurs sur la gestion des intrants agricoles subventionnés. Le premier constat est que l'état des cultures est rassurant. La saison agricole de cette année se dessine mieux par rapport à celle de l'année dernière. Seulement, la difficulté la plus pendante est celle des intrants. La délégation a pu constater cela de visu en visitant les champs de maïs et de riz d'Abdoulaye Traoré, des haricots de Drissa Tunkara à Dumba, celui de Sambri Keita à Fodebougou, des riz de Mamadou Keita à Komikomi et les 2 hectares d'arachides de la brave femme Fanta Souko. Les visiteurs se disent impressionnés par ce qu'ils ont vu. Dans la région de Kita, nous avons reçu une pluviométrie assez satisfaisante qui est de l'ordre de 795 mm en 55 jours. Contre 702 mm en 60 jours l'année 2021. Et ce qui nous a vraiment permis d'avoir des semis à très bonne date. Et l'aspect végétatif des cultures, comme vous le savez, au niveau de la région est très satisfaisant également et suit tout à fait le rythme de la pluviométrie. Nous avons constaté effectivement que cette année, la pluviométrie était vraiment au rendez-vous. Nous avons également constaté que les objectifs de production qui étaient de plus de 432 000 hectares ont été réalisés à hauteur de plus de 97%. Et sur le coton, également avec le directeur de la CMDT, nous avons vu qu'ils ont atteint les objectifs. Pour cette campagne 2022 dans la région de Kita, plus de 444 000 hectares de terre ont été emblavés pour une production prévisionnelle de 624 400 tonnes, toutes spéculations confondues. Les travaux des ateliers d'échange sur la déforestation et la dégradation des terres dans un contexte de changement climatique se sont ouverts ici à Bamako. Le but de ces rencontres est de renforcer la collaboration entre le programme Benkadi, les acteurs étatiques et les élus des collectivités territoriales en vue de relever les défis prioritaires liés à la déforestation et à la dégradation des terres. Le point avec Fantama Maniantao. La présente rencontre de concertation de 4 jours vise à présenter le programme Benkadi aux membres du Comité national changement climatique du Mali, aux acteurs étatiques et aux élus des collectivités territoriales.
Il s'agit également de définir les voies et moyens à mettre en œuvre par les acteurs pour lutter contre la déforestation et promouvoir la gestion durable des terres. C'est un programme de plaidoyer lobbying qui prévoit d'accompagner nos communautés dans 24 communes, dans 3 régions, Bougouni, la région de Koulikoro et Dioïla, pour accompagner nos communautés au niveau local pour améliorer leur résilience face aux effets des changements climatiques et de proposer vraiment des solutions concrètes qui emmènent les gens à changer de comportement. Le ministre en charge de l'environnement remercie les SECO ONG du programme Benkadi pour cette initiative. Il promet d'accompagner l'ONG dans son combat contre les changements climatiques. Ces rencontres initiées s'intègrent parfaitement dans le cadre des missions assignées au Comité national des changements climatiques du Mali. J'invite tous à faire en sorte que nous puissions gagner ce défi qui est la lutte contre la déforestation et les changements climatiques. Des solutions, des conseils et des orientations ont été apportés au cours de cette rencontre servant de plaidoyer et de renforcement des capacités dans la lutte du programme Benkadi contre la déforestation et la dégradation des terres. Remise de bâtiments de postes vétérinaires transfrontaliers aux éleveurs de la commune rurale de Tiongui dans le cercle de Kolondjeba, région de Bougouni. Cette infrastructure a coûté à l'Union européenne plus de 30 millions de francs CFA et a été réalisée par Vétérinaires sans frontières de Belgique. La cérémonie a enregistré la forte présence des éleveurs du Mali et de la Côte d'Ivoire. Reportage Jafar Aïdara. Cette nouvelle infrastructure vient de renforcer le maillage de la région de Bougouni en poste vétérinaire. Elle fait la jonction entre le Mali et la Côte d'Ivoire de par sa position géographique, car située sur une piste de transhumance qui enregistre d'importants mouvements de bétail de part et d'autre des 2 frontières. L'un des défis clés liés à la mobilité du bétail réside dans le contrôle des maladies animales transfrontalières. En cela, les postes vétérinaires constituent un excellent instrument pour garantir ce contrôle lors du passage du cheptel d'un pays à un autre. En charge du volet santé animale au sein du consortium, Vétérinaires sans frontières Belgique a travaillé dans ce sens. Ce poste vétérinaire qui vient d'être inauguré est équipé de réfrigérateurs pour la conservation des médicaments, 3 bureaux, un château d'eau, un parc de vaccination et des panneaux solaires pour l'électrification pour un coût de plus de 30 millions de francs CFA. Les infrastructures serviront sans nul doute à faciliter la transhumance par l'application correcte de la réglementation, assurant du coup le contrôle efficace des maladies transfrontalières. Malgré l'insuffisance du personnel, ce poste bénéficiera d'une attention particulière. Il faut noter que cette cérémonie a regroupé les éleveurs du Mali et de la Côte d'Ivoire. À présent, un mot sur ce geste de reconnaissance de l'Institut de formation des maîtres de Tiéman Koulibaly de Caille à l'endroit de Kansoutou Kanouté, directrice régionale de l'ERTM Caille. Kansoutou Kanouté a reçu ce lundi matin des mains du directeur des études de l'IFM de Caille une attestation de reconnaissance, et cette remise par l'administration du dit institut fait suite à une autre effectuée par les élèves maîtres de la 22e promotion dénommée Tokailadji Augustin Zala. Pour rappel, le 31 août 2021, elle a reçu également une attestation de reconnaissance du gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, pour ses grandes valeurs professionnelles et ses œuvres hautement reconnues et saluées au service du développement de la région de Koulikoro. Focus ce soir sur les métiers de programmeurs et développeurs informatiques, 2 corps qui font partie intégrante du développement des TIC. Si le travail du programmeur consiste à écrire des lignes de code, celui du développeur va au-delà. Il intervient depuis la conception des projets informatiques. La crise du Covid-19 a boosté ce secteur qui souffre aujourd'hui du manque de confiance aux compétences locales par les chefs d'entreprise. Voyons tout cela dans ce reportage signé Bembassi. Le développement du numérique rime avec celui des métiers de l'informatique, au nombre desquels le métier de programmeur et celui de développeur. La différence entre les 2 fonctions est très infime. Le métier de programmeur, c'est un spécialiste dans le codage informatique. Donc c'est un spécialiste du langage informatique qui a pour rôle de transcrire les instructions qu'on donne
aux machines et du langage humain au langage machine pour que ça soit vraiment exécuté. Le développeur, il est d'abord programmeur, mais ça va un peu plus loin dans le sens où le développeur, il arrive à piloter carrément des projets, depuis la conception de l'idée jusqu'au développement, jusqu'à la programmation, la relation avec le client, la rédaction de certains documents techniques, comme les cahiers de charges, les spécifications techniques, tout ça. Les deux écrivent donc des lignes de code. Toutefois, le travail des développeurs va au-delà. Dans tous les cas, les deux corps de métier connaissent un essor circonstanciel avec la crise de Covid-19 qui a ouvert une nouvelle ère du numérique. Cette ère se caractérise par la volonté de nombreuses entreprises maliennes de dématérialiser certains services. Actuellement, il y a de plus en plus de demandes de dématérialisation des procédures et on peut dire que le secteur est beaucoup plus en demande. Et il y a même plus de demandes même que de compétences. Depuis l'arrivée du Covid-19, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été sollicitées pour mettre en place des outils de collaboration à distance, de télétravail, de vidéoconférence. Et ça a vraiment donné un coup de pouce quand même au secteur du numérique. Ce essor lié à un facteur exogène ne fait pas oublier à ces ingénieurs la triste réalité de leur profession au Mali, le manque de confiance à leurs compétences. La plupart de nos entreprises ici préfèrent confier certains projets à des entreprises maghrébines, françaises, etc. Alors que nous avons des compétences ici. Mais il y a ce problème de confiance qui est toujours là. Il y a d'autres défis également qui sont vraiment lié à la maîtrise de l'électricité parce que tout ce qu'on fait est vraiment lié à l'électricité et puis à la maîtrise des infrastructures réseau également. Avec le temps, ces ingénieurs, programmeurs et développeurs espèrent que la tendance va changer et que les entreprises maliennes vont de plus en plus leur faire confiance. Le recours aux compétences locales, cela fait partie aussi du consommé local. Parlons cinéma. L'avant-première du film documentaire sur la vie du cinéaste réalisateur Souleymane Cissé est intitulé « Hommage d'une fille à son père ». Ce film réalisé par sa fille Fatou Cissé sera projeté le mardi 20 septembre au Ciné Magique ex-Babemba. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par sa réalisatrice Fatou Cissé. Reportage Ibrahim Kounaté et Yacouba Koni. Présenter ce film documentaire retraçant la vie de Souleymane Cissé aux hommes de médias est l'objet de cette rencontre. Le parcours du combattant, Souleymane Cissé, est montré à la face du monde. C'est pour lui rendre hommage que j'ai fait ce film-là. Je lance un appel. Venez massivement regarder le film pour que vous puissiez connaître Souleymane Cissé, qui est l'homme derrière tous les films qu'il a pu réaliser au Mali. Ce film documentaire est réalisé par Fatou Cissé. d'1h13 rend un hommage mérité à son père, Souleymane Cissé. La réalisatrice met en évidence son vécu depuis l'enfance ainsi que ses œuvres, ses rencontres avec d'autres cinéastes et de nombreux témoignages. J'aimerais beaucoup que les autorités puissent regarder leurs pionniers. Ça, c'est très important. Donc, c'est mon cri du cœur que je lance au gouvernement. Le film, ça m'a coûté dans les 40 millions. Diplômée en psychologie à l'Université de Caen en France et formée au métier du tourisme et du voyage au Canada, Fatou Cissé a décidé de rejoindre son père pour gérer l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest. Elle est également directrice et co-gérante de production des films Cissé. Et on en vient au point Covid. Ce 13 septembre 2022, les services de santé ont enregistré 67 cas positifs sur 827 tests réalisés, 26 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 456 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La Supercoupe Assimi Goïta tire vers sa fin. À cette occasion, un dîner a été organisé à l'honneur des différentes délégations. Ce dîner gala a été un moment de retrouvailles, de communion, de partage et de diversité culturelle. Le point avec Abdul Karim Kabar.
Au-delà de la pratique sportive sur le terrain, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta est une fête de la jeunesse malienne dans toute sa composante, surtout culturelle. En témoigne ce dîner ou soirée culturelle. Cette soirée a été un espace de partage entre les délégations participantes à cette édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Si la finalité d'une compétition sportive pointe du doigt sur un gagnant et un perdant, la Supercoupe dédiée au président de la transition chef de l'État n'a ni vainqueur ni vaincu. La seule équipe qui sort triomphalement de ce tournoi est et demeure le peuple malien. Ensuite, le tournoi de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, donne l'occasion au public sportif national de se mobiliser et d'exprimer son entière adhésion aux idéaux de la refondation du Mali. La nouvelle architecture de la reconstruction du Mali, fondée sur la restauration de la souveraineté totale de notre pays et du respect de l'identité malienne. À travers des pas de danse, la musique et surtout la tenue, toutes les délégations ont partagé leur culture dans la plus grande diversité. L'esprit de cette coupe, Colonel Assimi Goïta, qui est la cohésion, la fraternité et l'entente entre toute la jeunesse malienne, a été salué par tout le monde. La philosophie qui est derrière, c'est de vous rassembler. C'est conformément à l'orientation, à l'esprit qui guide le chef de l'État tous les jours, c'est de rassembler la jeunesse malienne autour du sport. C'est de renforcer la cohésion sociale au sein de la jeunesse nationale. C'est de vous permettre de vous connaître les uns et les autres. C'est de casser les barrières. À l'endroit de la jeunesse, ce ne sont pas des mots de félicitations ni de remerciements. Vous avez fait pour le Mali ce que vous devrez normalement faire, c'est-à-dire la cohésion et l'entente entre tous les jeunes du Mali, espérant que cela puisse se propager sur d'autres couches pour que enfin la cohésion dont on parle depuis longtemps renaisse au Mali. C'est donc dans une ambiance sportive et avec des applaudissements nourris qu'a pris fin cette cérémonie dînatoire de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Et il est à noter que les demi-finales se jouent demain, mercredi. Bamako jouera contre le CNT d'une part et de l'autre Mopti contre le gouvernement. Et en image, Mon Air Afrique, que s'est-il passé? Ma part de vérité. C'est l'intitulé de cet ouvrage de Yacouba Ndiaye, ancien directeur d'Air Afrique. Dans cette parution, l'auteur donne sa version des faits sur les causes qui ont précipité la chute de la compagnie aérienne Air Afrique. Également, ce livre lui sert de tremplin pour proposer des pistes de solutions permettant d'éviter d'éventuelles erreurs lors de la récréation de compagnies aériennes continentales. Voilà, c'est ce qui me fait à cette édition. Merci et bonne soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale.